Oui, dis-moi, connais-tu l'animal qui inventa le calcul intégral? Allez, on attaque la deuxième épreuve d'agrégation interne, EKR, session 2026. Bon, alors les notations n'ont rien d'original, c'est comme d'hab. Bon, voilà comment on note le produit scalaire sur Rn, les matrices, la transposée, positive et non négative. Alors ça m'a fait rire parce que c'est les notations anglo-saxonnes, donc c'est quand même curieux dans un concours français qu'on se retrouve avec une terminologie anglo-saxonne, on va dire. Bon, bah on a attaqué les questions préliminaires. Soit AB de réel avec A strictement positive, donner l'allure du graphe de x donne A sur 2 x2 moins bx. Bon, ça c'était faisable par tout le monde. Donc comme A est strictement positif, c'était tourné vers le haut. Euh, une parabole qui coupe l'axe des x en x égale 0. Et puis le deuxième point, ben, probablement 2b sur A, voilà. Alors, curieux, parce que on ne sait pas si B est positif ou pas, alors donc s'il faut donner l'allure du graphe, bon, est-ce qu'il y a deux graphes à faire? Moi, je me serais posé la question, selon si B est positif, négatif, nul, vous voyez. Je sais pas. Je sais pas. C'est pas clair. Puis, bon, bah, évidemment, pour la suite du problème, il y avait un minimum. Ça tendait vers plus l'infini en plus l'infini, et il y a un minimum. Donc ce petit 1, c'est ce qui va être généralisé sur Rn, où petit a va être remplacé par une matrice grand A symétrique définie positive, ou non négative, et petit b, une matrice qui va être colonne. Voilà. Alors, deuxièmement, soit AB de réel avec A strictement inférieur à B, cette fois-ci. On a une fonction U de classe C2 sur AB. On suppose qu'il existe un min sur l'ouvert. Il faut montrer que U' de x0 égale 0, donc en ce min, et U seconde de x0 supérieur ou égal à 0. Voilà. Bon, alors ça, c'est évidemment, c'est du classique, c'est presque des choses qu'on faisait, en tout cas, de mon temps en terminale. Alors, U' égale 0, bah oui, donc on utilise le fait que U de x0 plus h moins U de x0 va être toujours positif, puisque c'est un min. Donc sur petit h, bah, il va se retrouver à être du signe de h, donc il va changer de signe, et on fait des passages à la limite pour montrer que la dérivée est nulle. La dérivée existe parce que c'est de classe C2, puis voilà. Et puis U seconde de x0 positif ou nul. Alors il faut bien se servir du fait que, bon, comme pour la première question, U' de x0 égale 0, il faut se servir du fait que x0 est sur un ouvert. Et là, x0 est aussi sur l'ouvert AB. Et supposer que U seconde de x0 par l'absurde est strictement négatif, et ça ferait que U', donc étant donné que U seconde est continu, parce qu'on a U de classe C2, alors ça ferait que U' serait décroissante, et ça pose un problème, qu'elle soit décroissante, parce que après x0, elle descendrait, alors qu'elle est déjà nulle. Donc ça voudrait dire que U de x0 plus h serait plus petit que U de x0, parce qu'on est sur un ouvert, et donc ça donnerait une contradiction. Il faut faire un petit tableau de variation qui met en lien U seconde, U', en montrant bien que U' s'annule en x0, et U, et en montrant bien que U' est négatif autour de x0. Et on fait un tableau de variation entre un x0 moins h et un x0 plus h pour h assez petit, ce qui est possible parce que x0, il est sur l'ouvert. Petit 3, soit f un sous-espace vectoriel, P la matrice de projection orthogonale
de Rn sur F relativement à la base canonique de Rn, montrer que pour tout x de Rn, on a norme de Px inférieure ou égale à norme de x, bah, oui, on le fait au carré, hein. C'est forcément le théorème de Pythagore, hein, puisque Px est orthogonal à x moins Px, par définition. Donc la norme au carré de Px plus la norme au carré de x moins Px est égale à la norme au carré de la somme, c'est-à-dire de x. Et donc norme au carré de Px est inférieure ou égale à norme au carré de x, et on prend la racine carrée. Et quatrièmement, soit C une matrice, alors attention, elle est à m lignes et n colonnes, et il faut montrer que im de C transposé est égal à l'orthogonale de ker de C. Alors il faut bien remarquer que C va de Rn dans Rm, alors que C transposé va de Rm dans Rn. Donc il faut être cohérent, évidemment. Et bon, vous voyez, donc pour montrer l'égalité, eh bien, c'est en deux temps. Il y a une inclusion, on va dire, facile, et un argument de dimension. Alors, pour l'argument de dimension, ben oui, on sait que c'est la transposée de T est de même rang que C, ça c'est connu, donc c'est la dimension de im de Ct, et la dimension de ker de C, on utilise la formule du rang pour dire que la dimension de l'orthogonale, ça va être aussi la dimension de im de C, et donc on a bien égalité au niveau des dimensions. Maintenant, l'inclusion, laquelle on prend, évidemment, toujours le im dans le ker, toujours, parce que au moins, quand on part du im, on a quelque chose de concret. C'est-à-dire, on a un objet. Si on est dans im de C transposé, ça veut dire qu'on notre élément, si on l'appelle x, et il vérifie, x égale C transposé y. Et il faut montrer qu'il est orthogonal à tout élément de ker de C. Donc il faut faire C transposé y scalaire z, où z est dans ker de C, ce qui veut dire que on est finalement ça veut dire qu'on est tout dans Rn, d'accord? Tout ça c'est dans Rn. C transposé y et z sont dans Rn. Maintenant, quand on va écrire la formule que c'est égal à y cz, là cette fois-ci on est dans Rm, d'accord? Ça faut remarquer quand même la différence. Et évidemment, cz ça fait 0, donc on a bien 0. Et là, on attaquait la première partie, et là, c'est ce que je disais, bon, voilà, quoi, on définit les coefficients de Fourier, hein, voilà. Rappeler sans plus de justification, mais précisément dans quel sens la série de Fourier converge vers f, lorsque f est continu et lorsque f est de classe C1. Alors ça, c'est des théorèmes qui sont, en théorie, au programme de l'agrégation interne. Et bon, allons-y, hein. Oui, quand f est continu, alors il y a une convergence simple, et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire, hein. Si c'est le théorème de Dirichlet dans un cas particulier de la continuité, parce que le théorème de Dirichlet, c'est quand on a une continuité par morceau, hein. Et lorsque f est de classe C1, alors là, on a une convergence normale, donc uniforme. Sixièmement, on considère la fonction définie par g de x égale x pi moins x. Bon, voilà, donner une représentation graphique, exprimer sa série de Fourier. Bon, c'est du calcul, hein. La série de Fourier, elle est donnée par ça. On nous donne hein, le truc, et puis il faut exprimer sa série de Fourier, hein.
Alors bien sûr, la représentation graphique, bon, bah ça va pas être difficile. Elle est tournée vers le bas, hein, cette fois-ci, attention. Et puis son intersection avec l'axe des x, ça va être en 0 et en pi. Il va y avoir un maximum en pi sur 2, puis ensuite on prolonge par parité, et puis ensuite par 2pi périodicité, donc on fait le dessin, hein. Pas trop difficile. On demande la représentation graphique sur moins 2pi, 2pi, donc sur 2 périodes. Et ensuite, il fallait exprimer sa série de Fourier, donc. Et là, on tombait sur... Alors bon, c'est du calcul, hein, c'est pénible, hein, y a rien à dire, hein, c'est pas très agréable. Et bon, on trouvait en tout cas, au final... Alors après, on pouvait le donner sous la forme complexe, avec des exponentielles de i en x, ou alors en regroupant des termes qui correspondent à des n opposés, et donc l'avoir sous forme avec des cosinus, puisque de toute façon c'est pair, donc il y avait des cosinus, et donc on trouvait pi2 sur 6 moins somme de k égale 1 à l'infini de 1 sur k2 cosinus de kx. Bon, voilà. Bon, alors là, la technique principale, c'était qu'il fallait savoir calculer une primitive de t puissance k exponentielle de moins i n t pour k égale 0, là c'est pas grand chose, 1 et 2, voilà. Et après, bon, ça roulait, hein, voilà. Et puis il faut ensuite, si on veut regrouper les termes exponentiels de INX et exponentiels de moins INX, ben ça se faisait à coup de formules de Moivre ou de l'air. Alors, calculer l'intégrale de moins pi à pi de... Alors, j'ai rien compris dans le problème. Il y a des valeurs absolues de carré. Je trouve c'est troublant, parce qu'on se pose plusieurs fois la question, est-ce qu'on est... Parce que G, c'est quand même réel, quoi. Hein. D'accord, on est dans R. Donc, c'est pas des modules. Je comprends. Ça, je trouve ça un peu troublant dans le problème. En fait, c'est G de x au carré, voilà. Bon, bah, voilà, quoi. Donc, ça, je pense que tout le monde peut le faire, hein. C'est pas passionnant, mais voilà, quoi. On fait le calcul. Je crois qu'on tombe sur pi puissance 5 sur 15. Voilà, bon. Et huitièmement, en déduire les sommes de n égale 1 à l'infini de 1 sur n2. Alors ça, avec la série de Fourier et avec petit 5, puisque la fonction, on voit qu'elle est continue, on exprime sa série de Fourier, on pose x égale 0, et on va tomber sur le fameux zeta de 2, c'est-à-dire somme de 1 sur n2 égale pi2 sur 6. Et pour l'autre, c'est assez classique aussi, mais il faut utiliser la formule de Parseval. Et avec la série de Fourier, la formule de Parseval va nous donner quelque chose de proportionnel à la somme des 1 sur n4. Et d'autre part, ça va être lié à l'intégrale du 7. Et bon, alors zeta de 4, c'est pi 4 sur 90 à la fin. C'est ça qu'il fallait trouver. Ensuite, on fixe R, on suppose que F est 2pi périodique de classe CR. Et donc, 9, voilà, c'est la question 9, c'est le lien entre la régularité et le mode de convergence vers 0 de la suite des coefficients de Fourier. C'est-à-dire que quand la fonction est de classe CR, alors ces coefficients de Fourier tendent vers 0 en 1 sur n puissance r. Bon, alors là, comme r n'est pas censé être pair, effectivement, la valeur absolue, elle est importante. Ok. Alors comment on fait ça? Bah, évidemment, hein, c'est une intégration par partie, où à chaque fois, dans l'intégrale qui est
ici, on dérive f autant qu'on peut, et les dérivés sur l'intégrale compacte moins pi vont être bornés, et l'exponentielle, par contre, on l'intègre, c'est ce qui va faire apparaître des 1 sur n puissance r. Alors, il faut intégrer suffisamment de fois, utiliser donc r fois par partie. Ensuite, il faut utiliser le fait que le terme entier dans l'intégration par partie va s'annuler par périodicité. Donc, à la fin, on va avoir au signe près, de toute façon on prend des valeurs absolues, une intégrale de moins pi à pi de f r de t, et puis on va avoir du 1 sur n puissance r exponentielle de moins nt. Voilà, qui est l'exponentielle est de module 1, de toute façon, donc quand on va prendre le module, ça va pas poser de problème, et puis on va avoir notre constante mr. Bon, donc faut se faire ça proprement, probablement c'est que la 9e question. Je mettrai en place une récurrence, parce qu'on va faire r IPP, donc bon, on met en place une récurrence. Faut faire le truc proprement, quoi. Et puis après, la majoration, faut utiliser le fait que le module de l'intégrale est inférieur à l'intégrale du module, une inégalité triangulaire. Bon, c'est pas trop compliqué à ce niveau-là. Dixièmement, a-t-on alors convergence normale sur moins pi de la série de Fourier vers f? Alors oui, vous voyez, r était supérieur ou égal à 2, c'est là que ça sert. Et là, on va partir sur la méthode de quadrature. Donc c'est pas une méthode de quadrature originale. I, c'est pour, oui, c'est l'intégrale. Donc c'est une approximation d'une certaine intégrale, en fait, on va le dire, de l'intégrale de f divisé par 2pi sur une période. Donc c'est la moyenne finalement de f sur une période. Et là, on va l'approximer. Et on regarde ici aussi une moyenne, 1 sur L. Et puis on prend juste les points équirépartis entre 0 et 2pi. Et ici, il faut montrer que IL de f, c'est égal à la somme des coefficients de Fourier, mais juste en NL. Alors là, bon, première question, on va dire, les autres questions, elles étaient chiantes. Bon, d'accord. Mais elles n'étaient pas difficiles en soi, elles demandaient des techniques assez lambda. Là, ça commence à se compliquer, donc il faut évidemment écrire ILF en fonction de f, puis remplacer f par sa transformée de Fourier. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Finalement, on va avoir des sommes de f chapeau de n, et sur ces f chapeau de n, on va avoir un coefficient qui est la moyenne des exponentielles de in de pi l sur grand L. Bon, et puis, cette moyenne des exponentielles, on le sait, ça, c'est la série géométrique, et on sait faire la série géométrique, et on va tomber, c'est très classique, sur cette moyenne est égale à 1 si grand L divise petit n, et 0 sinon. Donc il va rester plus que les multiples de grand L, donc c'est pour ça qu'on a des f chapeau de NL. Donc ici, les mots-clés, c'est échange de sommes, avec une somme quand même qui est finie. Voilà, donc là, c'est vraiment pas méchant. Et puis, série géométrique avec des exponentielles. Et bien sûr, évidemment, remplacer petit f par sa série de Fourier. Bien. Et du coup, on fait une synthèse de tout ça. Et là, on a notre quadrature, c'est-à-dire que IL de f, qui se fait, qui se calcule par des sommes finies, approxime
assez bien, et le assez bien dépend de la régularité. Alors dépend de la régularité, faut faire quand même attention, parce qu'il y a un M qui peut devenir très gros avec R. Hein, donc il faut aussi raison garder à ce niveau-là. Alors comment on fait? On utilise le 11. Pour n égale 0, eh bien, on va avoir exactement l'intégrale. Et pour n différent de 0, on va avoir du m indice r sur L puissance r fois une somme de 1 sur n puissance r. Cette somme pour n différent de 0 de 1 sur valeur absolue, hein, évidemment, de n puissance r, va converger. Et donc ce m'R, ça va être le produit de MR par cette somme-là qui va converger. Voilà. Bon, illustré par un dessin, commenté, oui, les commentaires, c'est ce que je vous ai fait. Et voilà, on attaquera la deuxième partie plus tard, parce que, bon, si on attaque la deuxième partie, on est obligé d'attaquer la troisième partie en même temps, parce qu'elles sont très très connectées. Faut pas séparer la mère et l'enfant. Voilà, on va s'arrêter là.